Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Désolée, j'ai pas pu vous faire de vidéo la semaine dernière. Comme vous pouvez voir derrière moi, nous sommes dans les cartons. C'est un peu le bazar et puis du coup on essaie de s'organiser comme on peut. Mais c'est vrai que c'est pas super évident. Donc il est possible que dans les quelques semaines qui suivent, je sois moins régulière, mais vous inquiétez pas, je me rattraperai. Alors je vous avais promis une vidéo sur les apprentissages autonomes, le unschooling, comme on dit. Et donc voilà, c'est l'heure de faire cette vidéo pour moi et de vous la partager. J'espère que ça vous inspirera. Je ne sais pas si vous connaissez ou non, mais en tout cas j'espère que vous trouverez des informations dedans, que peut-être ça vous rassurera ou que en tout cas vous aurez plus d'éléments pour savoir si cette méthode vous convient ou non. Alors je reviens tout de suite sur ce sujet-là après la petite intro. Alors salut à tous et bienvenue sur Vague d'Amour. Vague d'Amour, c'est une chaîne YouTube sur la parentalité, la pédagogie Montessori, l'instruction en famille, enfin bref, tout ça quoi. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. En général, je publie une vidéo par semaine sur ces sujets-là. Donc aujourd'hui, je vous parle de unschooling. Et oui, c'est une nouvelle année en instruction en famille qui commence. Et donc, certains font des apprentissages formels. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu peux voir cette vidéo là, qui s'affiche en haut. Tu peux cliquer dessus et tu auras des informations supplémentaires sur les apprentissages formels, comment faire, etc. Et d'autres font ce qu'on appelle le unschooling ou les apprentissages autonomes. Donc voilà, qu'est-ce que c'est le unschooling? C'est favoriser les apprentissages autonomes. L'enfant est au cœur de cette pédagogie, est au cœur de ses apprentissages. Et en tant que parent, on va s'adapter à ses besoins, à ses passions, à ses demandes, à ses intérêts, à ses projets. Donc l'adulte n'impose pas d'activité à l'enfant. Il peut lui en proposer en voyant ce qui l'inspire au quotidien, les sujets qui l'attirent particulièrement. Mais si l'enfant n'accroche pas à l'activité, il ne va en aucun cas normalement le forcer en étant en unschooling. Le but, c'est vraiment de suivre son rythme d'apprentissage et d'être au plus près de ses besoins. Ceci pour permettre à l'enfant de conserver son enthousiasme et d'aller vers ce qui lui plaît vraiment. Et oui, l'enthousiasme, c'est quelque chose d'essentiel. C'est ce qui va permettre à l'enfant d'apprendre avec une facilité déconcertante. Et c'est aussi ce qui nous permet à nous, en tant qu'adultes, d'apprendre aisément. On se rend bien compte quand on développe une passion pour quelque chose en particulier qu'on n'a pas besoin d'école pour apprendre. On peut passer des heures et des heures et des heures et des semaines et des mois et des années passionné par un sujet en particulier, à creuser, à chercher les moindres détails sur ce sujet passionnant. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être l'histoire, parce qu'il y en a qui sont férus d'histoire. Ça peut être la géographie. Ça peut être le macramé. Je dis ça parce qu'en ce moment, je m'intéresse au macramé et je trouve ça génial. Et je suis en train d'apprendre en autodidacte les nœuds. Et je sais que je vais faire des trucs terribles. Autant je les partagerai sur cette chaîne. Vraiment, ça me passionne, justement. Je pense que ce qui me passionne, c'est qu'en plus on déménage et que du coup j'ai trop envie de faire un super joli décor dans la maison, enfin de m'y sentir bien, donc ça motive aussi. Enfin voilà, on peut apprendre de plein de manières différentes. On peut apprendre dans les livres, on peut apprendre en se déplaçant directement, par exemple, on veut apprendre la forgerie, on va voir un forgeron, enfin on apprend de tout dans la vie. Toutes les occasions sont bonnes pour apprendre. On apprend en pratiquant, on apprend en regardant, en observant, on apprend tout le temps. Et voilà, le unschooling, c'est permettre ça à l'enfant, permettre à l'enfant de voir l'étendue de ce que peut lui offrir la vie autour de lui. Et quand il voit quelque chose qui capte son attention et qui d'un coup l'intéresse grandement, pouvoir s'adapter, lui apporter les éléments qui vont lui permettre de creuser ça, ce sujet qui l'intéresse, et puis si ça le passionne vraiment, ben, creuser encore plus, toujours plus, jusqu'à ce que il le délaisse, ou alors s'il continue, ben, tant mieux, parce que peut-être que c'est comme ça qu'il pourra trouver ce qui le passionne réellement dans la vie, et ce qu'il veut faire plus tard aussi. Donc c'est l'avantage de ce qu'apporte l'école à la maison. C'est que l'enfant, si on utilise ce mode d'instruction, va pouvoir vraiment découvrir ses centres d'intérêt et pouvoir peut-être plus aisément choisir la direction qu'il veut prendre dans sa vie, ce qui l'inspire vraiment et ce qu'il souhaite faire. Parce que automatiquement, il a plus de temps pour développer tout ça.
il a plus de temps pour se connaître soi-même, il a plus de temps pour connaître les sujets qui le passionnent. Alors que quand on est à l'école, on a un programme strict quand même à respecter, on a toute cette vie en collectivité, les récrés, les ci, les là, qui font qu'au final, le temps qu'on pourrait avoir pour se passionner pour un sujet quelconque est quand même très restreint. Donc voilà, on va être là, on va nourrir cet enthousiasme. L'enthousiasme, c'est incroyable en fait. On en est tous capables de faire preuve d'enthousiasme. On voit quand même qu'un enfant de 3 ans fait beaucoup plus facilement preuve d'enthousiasme qu'un adulte de 40 ans. En général, l'enfant de 3 ans va s'extasier à chaque nouvelle chose qu'il va découvrir. Alors que nous, souvent, je généralise, hein, on n'est pas tous pareils, heureusement, la nature humaine est diverse, mais souvent on a perdu cette âme un peu qui peut s'enthousiasmer facilement à la moindre nouvelle chose qu'elle découvre. On n'a plus le temps en fait, on n'a plus le temps, on doit travailler, on doit gérer la maison, on doit gérer les enfants, etc. Et donc on perd cet enthousiasme qui nous permet de creuser sur des sujets passionnants et en fait de s'éclater. Bon là je dévie un peu de mon sujet parce que le sujet c'est le unschooling, mais bon l'enthousiasme et le unschooling c'est lié, donc je suis désolée mais je vous ferai certainement d'autres vidéos encore sur le sujet parce que j'ai beaucoup à dire sur le sujet. Donc voilà, l'unschooling permet de suivre cet enthousiasme qu'on peut voir chez les enfants, de le préserver et de faire en sorte peut-être que l'enfant le garde tout au long de sa croissance et peut-être même en tant qu'adulte et qui se dirige peut-être plus aisément. Chaque cas est unique, hein. Je ne dis pas que c'est mieux le unschooling que le reste. En tout cas, je dis la façon dont moi je le visualise. Et d'ailleurs, il y a autant de façons de faire le unschooling que ce qu'il existe de familles qui le font. Donc voilà, ça c'est ma vision que je vous partage. Vous en avez peut-être une autre et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me la partager parce que je trouve ça vraiment super intéressant de pouvoir voir comment les autres familles font. Et ça peut aussi donner des astuces, permettre de voir les choses autrement et donc peut-être modifier quelques petites choses chez soi, tester aussi. Donc voilà, pour moi, le unschooling, ça présente de très grands avantages, mais ça a aussi quelques petits inconvénients parce que ça demande beaucoup d'investissement personnel du parent. Le parent doit être attentif, beaucoup plus qu'en temps normal. Il doit vraiment arriver à capter ce qui attire son enfant, ce qui l'inspire, ses centres d'intérêt et arriver à apporter dans son environnement au bon moment ce qui va nourrir tout ça. Du coup, ça demande beaucoup plus d'énergie et d'investissement personnel que de suivre un programme établi et de donner un apprentissage formel basé par exemple sur des fiches et des manuels scolaires où là on suit le programme et c'est simple entre guillemets. Ça reste compliqué parce que ce sont deux choses complètement différentes. Mais en tout cas, on a cette chose qui rassure de se dire, bon ben, de toute façon, voilà, je sais que moi je dois faire ça cette année, l'enfant doit voir ça à tel cycle. Donc, il est au cycle 2, il doit commencer à faire la lecture. Ok, on va commencer ça. Là, il n'y a plus trop ces repères. Là, juste, on se fie à l'enfant. Et donc, ça demande beaucoup plus de lâcher prise aussi. Et qui dit lâcher prise dit que ça implique de faire un énorme travail sur soi. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc, il y en a pour qui c'est naturel et ça se fait tout seul. Et il y en a pour qui vraiment c'est un travail, c'est un apprentissage aussi. Et qui grandissent finalement aussi avec leurs enfants. L'unschooling, ça va impliquer d'apprendre soi-même, d'apprendre avec l'enfant, d'apprendre de l'enfant. On va parfois se rendre compte que l'enfant a un niveau bien plus avancé que le nôtre sur un sujet en particulier. Et on n'aurait pas forcément cru cela. Et là, du coup, ça nous met dans une posture où on doit finalement se montrer humble et reconnaître que oui, on ne connaît pas tout. Et oui, on apprend tout au long de sa vie. Et ça, c'est hyper intéressant pour l'enfant parce que ça lui montre qu'il n'y a pas, c'est pas que maintenant qu'il apprend, ça va être toute sa vie. Et ça lui montre aussi qu'on n'est pas supérieur à lui. Donc cette philosophie, je vais l'appeler ainsi parce que pour moi, c'est vraiment un mode de vie. C'est pas laisser l'enfant à l'abandon, le laisser faire n'importe quoi, ce qu'il veut, le laisser à la dérive, juste regarder et dire ok, il fait ça, c'est cool. Non, c'est pas juste laisser faire quoi. Ça veut pas dire aussi qu'il y aura jamais de fiche écrite, de formel dans son apprentissage, parce qu'autant votre enfant peut adorer ça. Et dans ces cas-là, c'est sa demande à lui, donc il n'y a pas de contrainte ou quoi. Et s'il s'éclate à faire ça, ben, il le fera avec grand plaisir, il apprendra bien plus que si on le forçait à le faire.
Donc ça veut juste dire qu'on s'adapte du mieux qu'on peut à son enfant et qu'on va lui apporter des outils en fonction de ce qu'on observe. Si votre enfant, par exemple, est passionné par la préhistoire, vous pouvez autant lui montrer, lui lire des histoires sur la préhistoire que lui montrer en vrai des grottes, des outils fabriqués par les hommes préhistoriques. Pourquoi pas faire un atelier où on lui montre comment fabriquer des outils que maniaient les hommes préhistoriques pour la chasse, ou pourquoi pas leur faire visiter des musées sur ce thème-là spécifique. Il y a un tas de choses à faire sur le sujet et c'est valable en fait sur tous les sujets. C'est la même chose pour le Moyen-Âge. Vous pouvez l'emmener voir des châteaux forts par exemple. L'avantage du coup c'est qu'on ne se limite pas forcément juste à l'apprentissage formel. Si on a l'occasion de lui offrir plus, on le fait vivre tout ça, on expérimente. Il expérimente, mais nous aussi on expérimente avec lui. Et c'est ça qui est génial. Moi je découvre plein de choses depuis qu'on fait ça, vraiment. J'ai appris un tas de choses que j'aurais adoré voir à l'école en fait, que j'aurais adoré qu'on m'enseigne, ou enfin... J'aurais adoré avoir cette opportunité enfant de connaître ces sujets-là plus en profondeur. Maintenant, je me rattrape en tant qu'adulte, donc c'est pas un problème. Mais voilà. D'ailleurs, je suis en train de creuser un peu tout ce sujet-là. Vous savez que je suis très intéressée vraiment passionnée même par la pédagogie Montessori. Et ça fait un moment que je regarde aussi la pédagogie de Charlotte je sais jamais le prononcer, Mason. Je vous le mets en dessous, je ne sais pas comment ça se prononce, il faut que je regarde en fait comment se prononce son nom, donc je vais dire Charlotte, ce sera plus simple. Donc la pédagogie de Charlotte. Et en fait, ça fait quelques années que je regarde, mais que je creuse pas plus la question que ça. Et là, ça fait qu'une semaine ou deux que je creuse un peu plus le sujet et je vois vraiment que ça correspond tout. Pour moi, c'est vraiment lié à la pédagogie Montessori, sauf que ça permet vraiment de creuser plus le côté historique, le côté botanique. Ça permet de creuser plein de choses de manière très très intéressante. Et donc, je pense, là, je me renseigne vraiment sur le sujet pour mettre en pratique avec mon enfant, avec ma plus grande surtout. Et je pense que je vous ferai des vidéos sur ça aussi, parce que vraiment, je trouve que c'est génial. Et certainement que je pourrais vous apporter quelques lectures que je fais ou quoi qui pourront être très intéressantes pour vous et pour vos enfants. Donc j'ai hâte de creuser plus sur la question. Voilà, je suis passionnée et enthousiaste, donc je vais apprendre un tas de choses et j'ai hâte de pouvoir partager tout ça avec vous. Bon, je reviens au sujet du unschooling. Désolée, je fais que dévier parce que ça me passionne justement et que du coup mon cerveau part dans tous les sens. Et donc je me suis fait justement, parce que je savais que j'allais dévier et que j'allais partir dans tous les sens, donc j'ai ma petite feuille où j'ai écrit mes petites notes là. Et justement en France... Donc je vous ai dit, il y a la difficulté du lâcher prise, la difficulté de vraiment tout cet investissement personnel qu'on va donner. Mais il y a une autre difficulté qu'on a en France, c'est le fait que tous les ans on a des contrôles de l'inspecteur académique et que donc on a quand même un socle commun à respecter, certaines connaissances à faire travailler à notre enfant. C'est pas évident en fait de faire rentrer ce que fait son enfant dans ces petites cases que l'inspecteur a besoin de remplir. Donc voilà, en fait c'est ça, ça va être une difficulté supplémentaire pour le parent parce qu'il va falloir qu'il réfléchisse à, bah tiens, au contrôle, moi je fais du unschooling, on fait pas de formel du tout, je suis les passions de mon enfant. Comment je vais faire moi pour montrer à l'inspecteur que effectivement on a quand même vu ça, mais pas du tout de la manière dont lui s'attend à ce qu'on le voit. Donc je sais, alors il faudra vraiment que je cherche ça et peut-être je vous ferai une prochaine vidéo sur le sujet. Il y en a une qui était enseignante je crois et j'avais acheté pour le cycle 1 justement, elle avait fait un super tableau qui c'était un récapitulatif de tous les points qu'il fallait voir pour le cycle 1 et justement comment faire en sorte que ce qu'on fait dans la vie quotidienne rentre dans ces cases. Et donc par exemple pour tout ce qui est motricité, ben, ça va être faire du vélo dans la nature, hop, ça rentre dans cette case, voilà. Je dis un truc comme ça pour tout ce qui est apprendre à compter, donc ça va être compter le nombre de crêpes qu'on a fait. Ça rentre dedans, voilà, là je parle pour un enfant tout petit. Mais donc voilà, plus l'enfant grandit, et plus quand même au niveau du socle commun, il y a de choses à voir, à acquérir, de compétences, etc. Et donc voilà, il peut y avoir cette difficulté, un peu cette crainte de ne pas savoir comment faire au moment du contrôle, comment justifier un peu de ce qu'on a vu ou non avec son enfant.
ça peut être une source de stress pour certains parents, ce qui est tout à fait entendable. Parce que par exemple, vous pouvez avoir un enfant qui est au collège et qui est passionné par la cuisine au point qu'il en fait plusieurs heures par jour. Vous êtes obligé de donner des plats à vos voisins parce qu'il en fait trop, mais qu'il adore ça. Et que vraiment, il creuse la question et il devient limite comme un grand chef culinaire, sauf qu'il est au collège. Parce que justement, il a le temps de développer cette passion. Eh bien, il est tout à fait possible de faire des maths en cuisine avec tout ce qui est proportionnalité, les fractions, les quantités, millilitres, centilitres, décilitres, etc. On peut aussi faire du français en écrivant ses propres recettes de cuisine. Si on veut pousser le truc, écoute, comment tu écrirais au passé ta recette de cuisine? Voilà, au passé composé. Pour expliquer à ton copain ce que tu as concocté à ce moment-là, écris-moi ta recette au passé composé si t'es ok. On peut faire de la géographie grâce à la cuisine, en voyant un peu les spécialités de chaque pays au niveau culinaire et en les testant en cuisine. Et on peut, par la même occasion, justement, en savoir plus sur le pays au niveau historique. Peut-être qu'il y a une raison à ce que ce plat soit réalisé dans ce pays en particulier. Donc ça apporte aussi des éléments en histoire. Donc voilà une façon, à partir d'une passion, de la passion d'un de vos enfants par exemple, une façon de voir différentes matières. En fait, dans la vie de tous les jours, toutes les matières sont présentes. Donc il suffit vraiment d'arriver à ouvrir son esprit pour capter qu'est-ce qu'on peut faire justement, quel potentiel on peut tirer de cette passion qu'il a développée. Donc voilà, avec la cuisine on peut faire tout ça, mais on ne le fait pas qu'avec la cuisine, c'est valable pour tout en fait. Et donc ça peut être un moyen à l'écrit, alors à soi en tant que parent, donc c'est contraignant, mais ça peut être rassurant pour soi au moment de l'inspection et donc pour l'inspecteur aussi parce qu'il va voir que oui quand même vous faites des choses quand même, vous faites des maths, vous faites du français, vous faites de l'histoire, de la géographie, mais j'avais pas pensé à le faire comme ça peut même lui faire voir un peu les choses autrement et ça peut lui ouvrir son esprit aussi et donc ça peut être super cool, mais ça demande plus de travail encore. Donc voilà, c'est quand même une difficulté rajoutée au unschooling en France qui n'est pas valable pour d'autres pays où il n'y a pas forcément ces inspections. Mais ça vaut quand même la peine, je pense, pour ceux qui sont intéressés par cette façon de faire. Et c'est ultra intéressant, autant pour l'enfant que pour soi en tant que parent, je trouve. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup appris. Quand l'enfant fait ça, vous verrez qu'il le fait vraiment avec plaisir, parce qu'il développe un véritable intérêt pour le sujet. Il n'apprend pas parce qu'il faut apprendre, il n'apprend pas parce qu'il est à l'école ou même chez soi en apprentissage formel et qu'on lui dit écoute, il faut que tu apprennes ça, c'est au programme. C'est pas parce qu'il faut l'apprendre, il apprend parce qu'il a envie de l'apprendre, parce que ça le passionne. Et donc, ça change quand même beaucoup de choses. Il y en a à qui l'apprentissage formel convient tout à fait. Je dis pas que c'est pas une chose à faire, c'est pas du tout. Il y a des enfants à qui ça convient très bien, mais il y a des enfants aussi à qui le unschooling convient très bien. Donc voilà, je vous ai parlé un peu du unschooling, je vois que la vidéo est déjà longue, donc je vais m'arrêter là. J'aurai en fait plein de choses à vous partager encore sur le sujet, sur les sorties qu'on fait dehors, dans le parc, en pleine nature, les sorties avec les copains, où en fait on voit des choses complètement folles. Enfin, il y a vraiment une coopération des fois qui se crée qu'on n'attend pas de voir, qui peut commencer avec des enfants très jeunes et qui est complètement épatante. Enfin, vraiment, j'ai eu quelques expériences géniales à ce sujet. Et donc, en fait, je pourrais vous dire un tas de trucs. Mais bon, là, c'est déjà assez long. Donc, je m'arrête. Et puis, si vous êtes intéressé, je vous ferai d'autres vidéos sur le sujet avec grand plaisir. Une fois que je serai installée dans la nouvelle maison, je vous ferai certainement une petite vidéo si vous voulez, dans laquelle j'expliquerai un peu comment j'envisage cette nouvelle année d'instruction en famille. Ce sera peut-être l'occasion de parler plus de la pédagogie Charlotte Mason, je pense que ça se prononce comme ça. Bref, voilà, je vous ferai une vidéo. Je vous montrerai notre petit coin d'instruction une fois qu'il sera mis en place, parce que là... là il est dans les cartons, donc on apprend de la vie de tous les jours en unschooling. Et puis après on a quand même les enfants l'utilisent en unschooling, mais on a quand même tout un lieu
dédié aux apprentissages, même si la maison entière est un lieu d'apprentissage, le jardin est un lieu d'apprentissage, la ville est un lieu d'apprentissage, le pays est un lieu d'apprentissage, n'importe quel moment, n'importe quel endroit est un lieu d'apprentissage et moment d'apprentissage, mais bon. Voilà, on a quand même un coin spécifique dédié à cela, donc je pourrais vous montrer ça en vidéo une fois qu'il sera bien installé dans notre nouveau logement. Donc vous verrez ça, j'espère, courant octobre. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, si ça vous a plu, si vous faites du unschooling, de quelle manière vous le faites, ce que vous aimez là-dedans ou non, si ça vous a donné envie de faire du unschooling, de tester, ou si au contraire ça vous fait peur et ça vous met un peu en stress rien que d'envisager cette façon de faire. N'hésitez pas à me partager tout ça, je me ferai vraiment un plaisir de répondre à ces commentaires. En attendant la prochaine vidéo qui, je ne sais pas si elle aura lieu la semaine prochaine ou non, mais en attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!